Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, on va se faire un petit mercato live, les copains. On va se prendre 3 petits sujets mercato. C'est des transferts qui sont faits ou déjà faits. Voilà, on va revenir dessus tranquillement. Parce que le mercato, on le sait, il y a toujours de l'actu, il y a toujours des infos qui tombent. Donc là, on en a pris 3. On a pris Crisinao, qui passe de Trabzonspor à la Fiorentina. Alors, ça fait déjà quelques jours, mais on va s'arrêter dessus. On va s'arrêter sur Loïs Openda. Là, c'est plus frais, qui passe de la Juve, en passant par Leipzig, du côté maintenant de l'Olympique Lyonnais. Et puis, on va terminer par Maxence Lacroix. Ça, c'est pas encore officiel, mais c'est quasiment bouclé. De Crystal Palace à Chelsea. Donc, voilà, on a un bon petit programme, les copains. Comme d'habitude, on fait le live ensemble. Donc, vous participez. Toujours plus sympa, comme je le dis à chaque fois. Maintenant, si vous n'êtes pas là, je ferai les bas et avec plaisir, comme d'habitude, les copains. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y, on y va, des petits pouces, des petits commentaires, des petites notes, et vous pouvez vous abonner. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer jusqu'à pas d'heure, les copains. Bon, alors, le premier sujet du soir, les copains, voilà, c'est Chris Inao. Et on va se poser la question, est-ce que la Fiorentina a fait le meilleur coup du mercato estival en prenant Inao à 26 millions? Alors oui, je sais. C'est un petit peu osé comme question parce qu'évidemment, bien sûr, Inao, c'est pas le joueur le plus connu, le plus bankable, celui qui parle à tout le monde, et c'est un transfert quand même à 26 millions. Donc c'est pas rien. Mais on va quand même se dire une chose, c'est que Inao, c'est un sacré joueur. C'est un sacré joueur. Moi, je vais pas vous faire l'expert qui le connaît depuis tout jeune, mais vraiment, je vous cache pas que moi, j'ai beaucoup apprécié le joueur. Alors, pour ceux qui auraient pas forcément et qui le maîtriseraient pas forcément, on a un joueur quand même qui est avec une valeur marchande. Voilà, c'est le premier truc quand même qui va vous sauter aux yeux, c'est le montant qui a explosé depuis 2026, depuis la CAN. Vraiment, c'est pas que moi, quand je vous dis que le joueur a vraiment extraordinairement progressé et est devenu un joueur énorme, c'est que on parle d'un joueur qui était quand même à Bastia. Bon,
Alors, là où est le souci, c'est que pour moi, le j'ai envie de dire le problème que je vois, c'est que notre ami Cristiano, il est passé par le championnat français. Et j'ai un peu de mal à me dire que en un an, hein, il est parti en 2025, en août 2025 pour 9 millions et demi, et qu'il parte derrière pour 26 millions, et que bien évidemment, c'est un club plus huppé, donc la Fiorentina qui le récupère. Honnêtement, je me dis, on a quand même raté des trucs en Ligue. Alors, on a Ramsey qui nous dit « Salut copain, live très nocturne. Encore ça va pour moi, il est 1h30. Tu as vu l'offre de l'OM pour Belgali? Non, j'ai pas vu l'offre de l'OM pour... Bah, il va falloir, hein. Il va falloir, hein, mon copain, hein, je vais pas te mentir. Vu ce que j'ai pu voir cet après-midi, ouais, c'est pas une mauvaise idée qu'il y ait une offre pour Belgali, hein, parce que côté droit, c'est dur. On a souffert, hein. Donc oui. Ah bah ok, d'accord. Je vois ton message. Ok, pas de problème. Oui. Donc pour revenir, on parlera un petit peu de l'OM si tu veux sur la fin de ce live mercato, mon copain. Pour en revenir donc à notre ami Christina Oulay, moi je vous dis c'est un joueur. J'ai un petit peu de regret que ça passe par les clubs de Ligue 1 et ça passe par le championnat français, pardon, et qu'il y ait aucun club de Ligue 1 qui ait réussi à récupérer. Et on parle d'un joueur de 20 ans, hein. Donc un très très jeune joueur. Et pour ceux après qui l'auraient pas vu, parce que je peux comprendre, tout le monde ne regarde pas forcément la Côte d'Ivoire ou Trabzonspor, je peux comprendre. Maintenant, la Côte d'Ivoire a été là quand même pendant la Coupe du Monde et pendant la CAN, donc ça quand même. Joueur super bon techniquement, vraiment capable de pouvoir se sortir dans les petits espaces, bonne caisse physique, parce que quand on va regarder un peu les stats, alors évidemment c'est le championnat turc, alors, évidemment faut doser parce que c'est le championnat turc, mais notre ami Christina Oulay, quand on voit juste la heatmap, ça vous montre vraiment quand je vais vous dire que c'est un joueur qui est vraiment polyvalent et qui est bon dans les deux, alors pas dans les deux surfaces, hein, mais dans tout le cœur du jeu, et qui est aussi capable d'être bon en phase offensive, mais en phase défensive, en interception, par exemple. C'est un joueur qui est très très intéressant, vraiment qui est très intéressant, et profil technique. Moi, j'aime beaucoup. J'avoue que ça faisait partie des joueurs que j'aurais aimé, tu vois, par exemple, Amine, pour te répondre, j'aurais bien aimé le voir à l'OM. Alors, bien évidemment, maintenant, j'ai compris les possibilités de l'OM, mais voilà, un joueur vraiment très intéressant, avec un bagage technique au milieu de terrain. Ouais, vraiment au-dessus du lot, et je vais pas vous mentir, les copains. Il y a peut-être des chances pour que la Fiorentina elle fasse une vraie plus-value derrière, hein, et que à la fin de la saison, on parle d'une des révélations, parce que je regarde un petit peu ce qui se dit en Italie, et en Italie pour l'instant, on est on est plus étonné, on va dire, par le prix du transfert, plutôt que par j'ai un petit problème. Hop. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Voilà. Mon ordi, il y a un petit problème. Voilà, ça va être mieux. Voilà, c'est ce que je voulais vous remontrer. Voilà, on va y arriver. Ah bah non, mais décidément, ça ne veut pas. Voilà. Oh. Donc, ce que je voulais dire, pardon, il y a un petit souci là, 2h30 du matin, c'est un peu normal. C'est que oui, voilà, joueur très complet, très intelligent. Pendant la Coupe du Monde, alors il démarre pas dans l'idée au début, et puis il va très très vite s'installer au milieu de terrain avec Sangaré et Kessié. Donc très très bon. Moi je vous dis vraiment, c'est une de mes découvertes, et quand je vous parle de la Fiorentina qui pourrait faire une vraie offre
une vraie plus-value à la fin de l'année, c'est que en Italie, je vous dis en tout cas, ils ont pas l'air d'être particulièrement, comment dire, euh, sensibles au profil du garçon. C'est que pour eux, on n'est pas sur un joueur frisson, ou on n'est pas sur un joueur découverte ou une pépite qu'on a chopé. Et moi, je vous le dis, de ce que j'ai pu voir, on est vraiment typiquement là-dessus. Donc, quand je parle de vrais gros coups à 26 millions, bah oui, on a tout un tas de joueurs, dès qu'il y a on va dire un peu de hype autour, on arrive à des sommes 40, 50, 60 millions. J'ai entendu encore aujourd'hui, je sais pas si vous voyez qui est Lucas Bergvall, qui joue à Tottenham. Alors, le gars, il va être transféré 66 millions à Sunderland. Je comprends pas. Vraiment, au premier degré, c'est un bon joueur, un bon petit joueur, mais jamais de la vie, ce joueur-là peut valoir ce tarif-là. Donc, voir un Chris Inaoulay, 20 ans, pétri de talent, technique, bon dans les deux surfaces, acheter 26 millions pour un club comme la Fiorentina, moi, j'ai envie de vous dire, c'est une énorme opération qu'a fait la Fiorentina. Alors peut-être qu'on va en parler dans 6 mois et on va se dire, il s'est pas acclimaté, ça a pas marché, mais voilà, 26 millions, quoi. Pour te répondre, Amine, c'est, voilà, c'est là. Notre ami Christina Oulay, là, son transfert, il est estimé à 26 millions. Et il était à 9 millions. Il a été acheté à 9 millions par Trabzonspor il y a un tout petit peu moins d'un an. Donc la plus-value, elle est énorme. Et moi, je le répète, pour un joueur ivoirien qui arrive dans le championnat en France, donc en Ligue 2, pardon, du côté de Bastia, et que aucun club français ne puisse récupérer ce joueur-là, et que ça soit un club turc qui en profite et qui au final se fasse une belle plus-value, ouais, franchement, je suis un peu colère, quoi. Je suis un petit peu colère, si on veut dire. Alors oui, pour te répondre, hein, Amine, oui, je te confirme, hein, 66 millions. C'est ce que j'ai vu. Alors, c'est pas encore officiel, c'est pas encore tombé, mais on parle de 66 millions pour Sunderland. Donc, on sait, hein, on en parle et on va continuer d'en parler tout à l'heure, des prix en première ligue où on est sur des montants complètement délirants, mais ça montre bien. Un Christina Oulay, je vous dis, qui est plus jeune pour moi, qui a plus de talent qu'un Lucas Bergvall, ça vaut pratiquement la moitié. Ça vaut moins de la moitié encore. C'est pour ça que je parle de gros coups de la part de la Fiorentina. Alors bien sûr, si on regarde à l'échelle de la Ligue 1, oui, vous allez me dire, oui, non, forcément, la Ligue 1, elle n'est pas capable maintenant de se mettre sur un salaire comme ça. Mais c'était l'année dernière qu'il fallait le choper. Et vous n'allez pas me dire que tout un club de Ligue 1, tout un tas de clubs, et je dis même pas forcément les 2-3 premiers, mais dans les promus, il n'y a pas un seul club qui s'est dit attends, ouais, et lui il avait du niveau en Ligue 2, attends, on va le prendre. Dommage. C'est ça moi qui me dérange. Maintenant, pour la Fiorentina, j'arrête pas de vous le dire, mais pour moi ils ont fait un énorme coup. Et en Italie ils sont pas encore bien conscients, mais je pense que dans quelques semaines, quand on reposera la question de Christina Oulay en Italie, je pense qu'on sera sur un grand quel beau coup. Après, c'est un beau coup, bien sûr, mais faut regarder les matchs, hein, les copains. Il suffisait juste de regarder les matchs pour voir que tout simplement notre ami Christina Oulay, oui, il y avait évidemment du talent. Ne serait-ce qu'à la CAN, en fait. Ne serait-ce qu'à la CAN, il a changé à lui tout seul la face du milieu de terrain ivoirien. Et pendant cette Coupe du Monde, il s'est imposé dans ce milieu de terrain-là. Et on l'a dit, la Côte d'Ivoire,
c'est pas passé très très loin. Hein. C'est pas passé très très loin, peut-être d'arriver en huitième de finale et qui sait contre le Brésil ce qu'ils auraient pu être capables de faire. Donc voilà, peut-être le seul bémol encore pour lui, c'est que sur les fameuses stats qui comptent et qui marquent un petit peu les esprits, oui, il est peut-être pas là. Il est peut-être pas là parce que juste 2 buts et 4 passes décisives en 28 matchs, bon, il y a peut-être un peu, on va dire ce côté-là qui manque. Maintenant, bon, on parle quand même d'un joueur aussi milieu de terrain, plutôt positionné. C'est plutôt un 8. Hein. Moi, pour moi, tout ce que j'ai pu voir, c'est plus un 8. Alors après, qui peut jouer 6, qui peut jouer à plusieurs postes au milieu de terrain, qui peut même jouer pointe haute d'un milieu à 3, je pense, parce que techniquement, il en a, mais vu la caisse physique qu'il a, vu sa capacité à répéter les efforts, ouais, pour moi, c'est un gars que tu mets plus en vrai box-to-box, mais box-to-box avec une vraie qualité technique au-dessus de la moyenne. Par contre, oui, c'est pas le plus costaud. De mémoire, je crois qu'il fait 1m75, donc c'est pas le profil, oui, le plus costaud qui soit, mais par contre, tire bien sur ses appuis. Non, moi, vraiment, je vous dis, c'est un regret de pas le voir en Ligue 1. Je l'ai dit, de pas l'avoir vu à l'OM et de pas avoir pu, on va dire, en profiter un peu plus, parce que il aurait, en passant par un autre club de Ligue 1 l'été dernier, il aurait pu attirer peut-être un club prestigieux de Ligue 1 qui, qualifié pour la Coupe d'Europe, aurait pu se positionner dessus. Là, c'est un joueur qu'on a laissé passer, en fait. Alors, oui, bah ça, c'est cool pour eux. Ils en ont bien profité. Mais bon, voilà. Donc, pour moi, je reste sur cette idée. Je vous le dis, les copains. Pour moi, notre ami Chris Inao Oulay, à 26 millions du côté de la Fiorentina, c'est, à mes yeux, pour l'instant, le meilleur rapport qualité-prix qui a été fait sur ce mercato. Après, peut-être vous en avez d'autres, peut-être, mais je trouve qu'à 26 millions, pour moi, c'est le genre de joueur, c'est moche à dire, dans 12 mois, il peut valoir le double. Donc, pour moi, c'est aussi ça qu'on doit prendre en compte dans les meilleurs coups. C'est pas forcément que la valeur du joueur, malheureusement, c'est aussi sa valeur et ce qu'il pourrait prendre aussi comme valeur. Et à ce petit jeu-là, je vous dis, Fiorentina fait un énorme coup en prenant Inao à 26 millions. Voilà les copains. Alors, on va passer sur le deuxième sujet. Alors ça, là, pour le coup, on va parler de Ligue 1, mais ça va être un petit peu différent. On va parler de Loïs Openda. Et on va se poser la question de savoir si c'est vraiment un bon coup pour l'OL de récupérer Loïs Openda. Alors, comment vous dire que je suis sceptique, les copains? Je suis sceptique parce que on a tous bien aimé Loïs Openda. Je pense qu'en Ligue 1, il a laissé des bons souvenirs. Du côté de Lens, il fait une super saison, il y a une deuxième place à la clé, il y a une super bonne entente avec le collectif Franck Hez. Je me rappelle qu'au tout début, mais au tout début, il y a 2-3 petits moments un petit peu chauds dans la saison, et puis très vite, il se met à être performant. Et on va être très clair, Loïs Openda, ça a été un joueur qui a été extrêmement positif du côté de Lens. Alors à Leipzig, ça marche plutôt bien. Il est plutôt performant, mais je commence déjà à mettre un mais. Je me suis rendu compte, après, on pouvait le voir un petit peu du côté de Lens. Mais ça m'a sauté un peu plus aux yeux, perso, du côté de Leipzig. Il y avait un manque d'efficacité dans le dernier geste. Beaucoup d'occasions pour arriver à marquer sa quinzaine de buts. Alors, par contre,
comme je viens de le dire, ça met 15 buts. Ça met sa quinzaine. Il est capable de pouvoir sur un match même être on fire et planter des triplés. Mais la progression qu'on pouvait espérer du côté de la Bundesliga, moi je la vois pas. Il est pour moi sur les mêmes standards que ce qu'il nous avait fait du côté de Lens. Ce qui était déjà positif, mais pas de progression. Et puis, alors, l'été dernier, j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. Il y avait une histoire de, j'ai intégré finalement que il y avait un truc, il devait y avoir un problème avec Leipzig pour qu'il parte. Je voyais pas l'intérêt absolument de faire quitter Openda. Surtout que, au final, il n'y avait pas réellement d'offres conséquentes, une réelle plus-value. On connaît Leipzig, qui est toujours dans ce délire-là. Et le gars, il a fini à la Juve. Alors, ok, je porte pas le club dans mon cœur, pas de problème. C'est pas forcément là le creux du débat, les copains. Le souci, c'est que, en fait, Luis Openda dans le calcio, je comprends pas. Bon, on a eu des profils comme ça ces dernières années qui sont arrivés, voire même qui ont pu marcher. Mais là, j'avoue que Openda m'aurait dit notre club allemand, m'aurait dit un club anglais, ok, voire même un club espagnol qui pourrait, pourquoi pas. Alors le championnat italien pour Luis Openda, vraiment, hein, c'est pas pour faire le malin maintenant, un an après, mais vraiment, j'étais sceptique. Et en plus, dans cette Juve qui voulait pas Openda, qui voulait Kolo Muani depuis le départ, qui était avec Vlahovic, enfin, pas compris d'aller chercher Luis Openda, sachant que ce fameux gars qui peut te prendre la profondeur, parce que parlons un peu du profil du joueur, ce fameux joueur qui est un peu en profondeur, tu l'as pris avec Jonathan David. Donc, aller chercher Jonathan David, ok, bon, c'était une opportunité de marché, t'es fin de contrat, t'as été le chercher. Bon, on pourra tous se dire que c'était pas forcément l'idée du siècle. Mais, Jonathan David, il y a quand même eu, au final, quelques buts à l'arrivée de la saison. Mais par contre, aller chercher Openda dans ce contexte-là où tu as déjà pris Jonathan David, où tu voulais Kolo Muani, tu t'es rabattu sur un gars entre guillemets du même profil, et avec Vlahovic en plus, bon bah au final ça n'a pas marché parce que les gars, je sais pas si vous êtes au courant, hein, parce que vous avez peut-être pas forcément regardé la Juve, je la regarde pas forcément toutes les semaines, mais si vous n'avez pas regardé la Juve, les copains, je vous le dis, hein, c'est quand même très préoccupant pour Luis Openda parce que c'est un seul but en 24 matchs. Hein. Un seul but en 24 rencontres. Alors, on va nuancer tout de suite, c'est 675 minutes de temps de jeu. Donc, on n'est pas non plus sur un gars qui a joué énormément pendant la saison. Mais déjà, ça illustre un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que le choix du club, je comprenais pas déjà de base, et j'ai encore moins compris par la suite. Bah oui, ça s'est traduit par le temps de jeu. Le temps de jeu, il a été famélique. 675 minutes, c'est rien. Hein. C'est rien du tout. Hein. Un match, ça dure 90 minutes. Je suis pas très bon en maths, mais ça fait même pas une dizaine de matchs joués en entier. Donc sur une saison et dans un championnat où il y a 38 journées, bon, on peut pas dire que ça soit une réussite. Alors, il y a eu un but en Ligue des Champions en 8 rencontres. Bon, tout de suite ça fait redescendre. Par contre, vous le voyez en dessous dans les stats au milieu du visuel. Bon, c'est pareil, il y a quasiment pas de titularisation, il y en a qu'une contre Dortmund dans un 4-4 où il ne marque pas, et un autre contre Bodo Glimt où il marque, par contre, un but important, dans une victoire 3-2. Mais hormis ça, voilà. Ah si, il y a il y a une titularisation contre Monaco pour un match qui comptait un peu pour du beurre.
Mais voilà. Un seul but marqué en Ligue des Champions en 8 matchs, un seul but marqué en 24 matchs en Serie A. En plus, le pauvre, il avait joué en Bundesliga et en Coupe. Donc, en fait, les stats, elles sont atroces. Sa saison dernière, c'est quand même 37 rencontres disputées et 2 buts marqués. En plus, 0 but, 0 passe décisive en plus. Donc, on est sur un gars, j'ai besoin de vous traduire ou vous avez compris qu'en fait, on est sur un gars qui est sur une saison cataclysmique. Et, cerise sur le gâteau, hein, pour notre ami Luis Openda, c'est que, je sais pas si vous avez fait attention, mais on n'a pas vu pendant le mondial, Loïs. Bah ouais, on peut comprendre. On peut comprendre qu'avec ce rendement-là, franchement, t'es Rudy Garcia, tu vas le chercher. Alors peut-être que c'est par blessure, hein. Peut-être que je me trompe et que c'est un peu flou. Hop, on va se remettre. Ça devrait. C'est beaucoup. Peut-être que c'est par blessure, hein. Auquel cas, hein, si vous dans le chat, je vois qu'il y a du monde, il commence à y avoir du monde sur le live. Dites-moi, hein, si Openda, en fait, c'était plus par blessure que par choix de l'entraîneur. Mais pour moi, c'est tout du choix de l'entraîneur. Et logiquement, un gars qui joue autant, qui est un attaquant de pointe et qui te marque 2 buts pendant la saison en plus de 30 matchs, bon, bah oui, t'as compris qu'il est pas dans la forme de sa vie. Donc, ça rejoint le club et le championnat qui était pas le bon. Voilà, il s'est gouré. Maintenant, il fallait rebondir. Et rebondir, là, par contre, autant depuis le début de ce live, je suis un peu défaitiste sur la présentation d'Openda, autant la présentation d'Openda en Ligue 1, bah ouais, les copains, c'est pas déconnant. Pas déconnant, parce que je l'ai dit au tout départ, ce qu'on a pu voir de lui à Lens était pas mauvais, voire même était bon. C'était pas extraordinaire non plus, parce que je le dis, il y avait quand même des lacunes et il y avait quand même des ratés devant le but, mais c'était quand même bon. Il s'était bien acclimaté dans une équipe qui jouait à un football plutôt proactif, ce qui va être le cas encore avec Fonseca. Bon, en soi, pourquoi pas, parce que les copains, hein, Openda, c'est un joueur qui a besoin de se relancer maintenant. C'est un joueur qui a besoin de se relancer, hein. Donc, être prêté là pour une saison dans un championnat que tu connais, à retour, pour moi, il n'y a pas non plus, voilà, c'est pas, il va pas dans l'équipe de Franck Hez, hein. Donc, il va pas non plus avec un entraîneur qui a toutes ses références. Maintenant, on peut le voir, Openda, il a 26 ans, mais il a déjà bougé, hein. Entre Bruges, le Vitesse Arnhem, après évidemment, ça va à Lens, Leipzig, la Juve, et là maintenant Lyon. On va pas dire que c'est un gars qui est bourlingue, mais quand même, c'est aussi à prendre en considération. Donc là, maintenant qu'il appartient toujours à la Juve avait aucun intérêt de le garder. Parce que ça continue avec Spalletti, et donc avec Spalletti, je voyais pas l'intérêt, je pense, dans l'état d'esprit, je voyais pas. Franchement, je voyais pas Openda rester et pouvoir inverser la tendance. Vraiment. Donc, le transfert à Lyon, il s'entend. Par contre, regardez bien, hein, quand on regarde l'appareil, la fameuse valeur marchande, on s'aperçoit que quoi? Que notre ami Openda, la valeur, elle a chuté, hein. Elle a chuté ces derniers mois. Donc, bien sûr, un joueur de foot n'est pas qu'une valeur marchande, et heureusement, Dieu merci, il y a aussi de l'affect, de l'humain, de la compatibilité avec un club, avec une équipe. Est-ce que dans sa vie, il est bien et tout ça. Donc ça, on le précise pas à chaque fois, mais bien évidemment que ça rentre en ligne de compte et que c'est pas des machines, les joueurs.
Donc, peut-être que Openda, je l'ai dit moi, dans son choix de club et de championnat, c'était pas le bon. Après, peut-être que dans la vie, peut-être que c'est un peu compliqué en ce moment. Bref, il peut y avoir plusieurs explications, mais que Lyon aille chercher Openda en prêt, c'est pas con. Honnêtement, c'est pas con. C'est pas con parce que là, on parlerait d'un transfert sec. Oui, là, c'est un peu risqué. Surtout avec les finances lyonnaises où t'es obligé quand même de jongler parce que Pepper Textor, il t'a fait des trous dans les caisses de partout. Donc, t'es obligé de rattraper toutes les conneries qu'il a fait. Mais, le prendre en prêt, ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant parce que je le dis, ça reste un gars qui connaît la Ligue 1, un gars qui est jeune, qui a besoin de se relancer, qui peut, te prendre la profondeur parce que parlons un petit peu de ses qualités, mais oui, c'est un joueur qui prend la profondeur. Il a pas que ça non plus. C'est pas qu'un coureur de 100 mètres, mais il a aussi cette capacité-là. Techniquement, franchement, il est intéressant. Pour moi, c'est un joueur qui marche à la confiance. Et il y a une autre stat, quand on regarde le profil de notre copain Loïs Openda. Vous voyez bien, 33 sélections avec la Belgique, il ne marque que 3 buts. Pour moi, c'est un joueur qui marche à la confiance. C'est un joueur qui marche à la confiance. Et s'il est mis en confiance avec Fonseca, c'est pas du tout déconnant qu'on puisse se retrouver avec un gars qui nous plante sa quinzaine de buts en Ligue 1 cette saison. C'est pas déconnant. On ne sait pas encore véritablement ce que vaut cette équipe lyonnaise. On va attendre la fin du mercato. Il y a plein de mouvements qui sont effectués, mais c'est intéressant parce que il y a on va dire des caractéristiques différentes. Il y a c'est des joueurs en plus qu'on va découvrir, qu'on connaît pas, en tout cas que moi je connais pas. Donc moi je suis plutôt friand de ce genre de choses. Donc est-ce qu'on peut avoir un bon amalgame? J'en sais rien. Fonseca fait toujours bien jouer ses équipes globalement. Même à Milan quand il est passé, il y avait quand même un truc où il y avait une volonté de jouer. Et à Lyon, on l'a vu depuis qu'il est arrivé, c'est un entraîneur qui fait jouer, qui est proactif. Donc, Openda, il va avoir du temps de jeu. Il va avoir du temps de jeu forcément. Maintenant, est-ce que, pour répondre à ce genre de questions, parce que est-ce que ça va être le numéro 9 que Lyon attend? Moi, je serais plus nuancé. C'est pour moi d'abord un gars à relancer. Parce qu'on vient de le dire, c'est quand même un gars qui vient de faire 26 matchs de Serie A, un seul but. Et dans la saison, on va reprendre les stats, pour être très précis et pas raconter n'importe quoi. L'année dernière, c'est 24 matchs de Serie A, 1 but, 8 matchs de Ligue des Champions, 1 but. Donc 2 buts en 32 matchs avec la Juve. Donc c'est vraiment problématique. Donc n'oublions pas ça quand on évalue aussi Openda. Il n'y a pas que c'est pas le Openda de Lens. Voilà. Lyon ne récupère pas forcément ce joueur-là. Entre-temps, il y a eu Leipzig, il y a eu la Juve. Leipzig, c'est positif, c'est plutôt positif ce qui s'est passé là-bas. Par contre, oui, il y a eu pour moi ce souci qui est il lui a manqué l'étape supplémentaire pour pouvoir, on va dire, gagner en efficacité. Et cette efficacité-là, je suis désolé, mais je l'ai pas vu du côté de Leipzig. Je l'ai encore moins vu, on s'en doute tous, avec des stats aussi pauvres. On l'a pas vu du côté de la Juve. Donc c'est pour moi déjà un joueur à relancer. À savoir, est-ce que ça va être le buteur, le gars qu'il te faut absolument pour on va dire finir tes matchs, avoir le killer, je sais pas, je suis plus nuancé là-dessus. Mais pour moi, ça reste un bon coup. Donc
pour répondre à notre fameuse question, est-ce que Loïs Openda, du côté de Lyon, c'est un bon coup en prêt, on répète bien, en prêt, du côté de chez les Gaunes. Moi, j'ai tendance à vous dire que oui. Moi, pour moi, c'est plutôt un bon coup parce que Lyon prend pas véritablement de gros risques en le prenant. Donc pour moi, ouais, c'est un bon coup, vraiment un bon coup. Je sais pas, je peux pas non plus vous affirmer que oui, il va planter sa quinzaine de buts à la fin de saison, mais je suis plutôt positif dessus et je pense que oui, Lyon a fait un bon coup en le récupérant. Et puis on verra à la fin de la saison, Et vu que c'est un prêt, tu te laisses la porte ouverte. Donc pour moi, non, c'est un bon coup de la part des Lyonnais d'aller récupérer Loïs Openda. Bon, les copains, on va passer au dernier sujet de notre petit Mercato Live. Le dernier sujet, c'est Maxence Lacroix à Chelsea. Et là, on va se poser la question de savoir si c'est un choix vraiment pertinent de la part du défenseur français. Oui, du défenseur français, hein, pas de la part de Chelsea, parce que Chelsea, je vous le dis direct, ils ont fait une super bonne opération en récupérant Maxence Lacroix. Alors, qu'on soit très clair, au moment où on parle, Maxence Lacroix n'a pas encore signé chez les Blues. C'est une histoire d'heures, voire peut-être de jours. Mais on en est à régler les derniers détails. Vous qui suivez le mercato depuis un moment, les copains, vous devez savoir de quoi je parle. Donc, Maxence Lacroix à Chelsea, voilà, c'est quasi officiel. Est-ce que c'est un choix pertinent de la part de Maxence Lacroix? Vu que je viens de vous le dire directement, Chelsea, oui, ils font une bonne opération parce qu'ils récupèrent un joueur qui est international, qui a remporté une Coupe d'Europe l'année dernière et qui, en plus, connaît le championnat puisqu'il était à Crystal Palace. Donc pour moi, je vous le dis, les copains, il y a tout de la bonne affaire pour Chelsea. Voilà, ça on peut déjà évacuer. Maintenant, est-ce que Maxence Lacroix fait une bonne opération, un bon choix en optant pour Chelsea? Là, moi je vous le dis à chaque fois, Chelsea depuis Todd Boehly, partir à Chelsea, c'est toujours un point d'interrogation. Alors, pas dire, depuis que Boehly est arrivé, il y a eu quand même 2-3 réussites, même si elles se comptent quand même globalement sur les doigts de la main. Et en plus, elles coûtent très très cher. Là, on parle d'un transfert aux alentours de 80 bars. J'aime beaucoup Maxence Lacroix, mais qu'on soit bien évidemment très très clair dès le départ. Maxence Lacroix, hein, pour Transfermarkt, hein, c'est 50 millions à la valeur marchande. 50 millions. Alors ok, il est en fin de contrat 2029, donc ça peut coûter cher, bien sûr. Nouveau statut d'international, bien sûr, je suis pas stupide, pas de problème les copains. Par contre, la valeur marchande, on le voit, elle a grimpé en flèche. Moi, je vais pas vous faire le grand hipster, mais à vous dire que je connaissais Maxence Lacroix quand il était du côté de Sochaux. Moi, je l'ai découvert un peu comme beaucoup à Wolfsburg. Et j'ai beaucoup aimé ça. Alors oui, sur le terrain, son style de jeu, vraiment un mix entre physique et rapide, et avec une plutôt bonne lecture de jeu, je trouve. Mais à Wolfsburg, il était encore un peu jeune. Bon, on parle quand même d'un gars qui n'a que 26 ans, hein, donc il reste encore déjà jeune. Mais à Wolfsburg, quand il arrive, en 2020, donc c'est un 2000, donc il a 20 ans. Il y avait ces qualités-là. Maintenant, il lui manquait peut-être le placement, il lui manquait peut-être la régularité, il lui manquait peut-être
ouais, le vice nécessaire, en fait. Il lui manquait peut-être un peu ça. Et là, je trouve, hein, maintenant, il y a eu la Coupe du Monde qui nous l'a montré. Même, par exemple, dans ce fameux match de l'enfer, pour les Bleus contre l'Angleterre, bah, c'est un des seuls qui, en défense, arrive à tenir le rang, en fait. Parce que bon, les autres, on va pas se mentir, Konaté, on va pas parler de lui, Théo Hernandez, on va pas parler de lui, et bon, quand il rentre à la place de Saliba contre l'Espagne, bon, ok, on va me dire c'est pas aussi bon que Saliba, pas de problème. Moi, Saliba fait peut-être partie d'un top 5 actuellement à son poste. Donc compliqué de pouvoir dire qu'il est meilleur ou au mieux qu'il l'a remplacé avec la même efficacité, sachant que l'équipe de France a perdu, bien sûr. Maintenant, j'ai trouvé que c'était un joueur qui était courageux, qui se débinait pas, qui tacle quand il faut tacler, qui met le pied quand il faut mettre le pied, qui baisse pas la tête, mais qui est pas non plus dans le surcoté physique. Enfin, non, vraiment, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce joueur. Et je trouve, pour l'avoir entendu une fois ou deux en interview, et je me rappelle de lui même pareil à Wolfsburg, c'était un gars qui était pas content de son niveau, qui était toujours à la recherche de moyens pour progresser, pour devenir plus comment dire, plus ouais, un meilleur joueur en fait, à la recherche des conseils et ne se limitant pas en fait à ce qu'avait été à ce qu'on disait de bien pour lui, parce que ça fait un petit moment que ça marche, que ça fonctionne bien pour lui. Maintenant, entre je crois ça devait être la saison 2022 peut-être où il était où il faisait partie des très très bons joueurs, très très bons défenseurs de Bundesliga, il est redescendu un petit peu. Maintenant, on le voit sur la valeur marchande, c'est un gars qui, pour l'instant en tout cas, est plutôt dans comment dire, dans l'envie de progresser en fait, dans la progression, parce que pas rien les copains, il y a quand même deux nouveaux enfin il a quand même chopé 2 trophées le bonhomme, hein. Enfin, c'est 3 si on compte le Community Shield, mais en un an avec Crystal Palace, le gars il a quand même été chopé 3 trophées. Il a été chopé une place de numéro 3 en équipe de France au poste de défenseur central en mettant Konaté derrière. C'est pas mal quand même, hein. Pas mal, hein. Petit message de Anthony. Bonsoir, ça va, je suis nouveau, je viens de m'abonner à toi. Bah écoute, salut. Merci à toi mon copain. Merci à toi. Qu'est-ce que t'en penses de Maxence Lacroix? Est-ce que tu penses que c'est un choix vraiment pertinent, mon copain? Dis-moi tout. Dis-nous si toi tu penses que c'est un choix moyennement pertinent pour comment il s'appelle? Lacroix, parce que j'arrête pas on va dire un peu de le mettre en valeur. Mais parce que pour moi, il y a vraiment matière à le mettre en valeur. Et est-ce qu'il aurait pas mieux fait de partir dans un autre club moins bourbier? Je suis désolé, hein, pourtant j'adore ce club, j'adore Chelsea vraiment depuis les années de Gianfranco Zola. C'est un club que j'adore. Et là, Chelsea en ce moment, c'est pas un cadeau quoi. Donc ok, là il y a des gros investissements, Morgan Rogers qui a été acheté, là maintenant on parle de Maxence Lacroix, 80 millions, voilà, il y a une envie vraiment de changer le momentum de l'équipe, de remettre un Xabi Alonso en plus, enfin il y a des arguments, hein, je vous dis pas, mais pour moi j'ai tellement peur que dans 6 mois après une série de mauvais résultats, il vire tout le monde encore. C'est pour ça. Maintenant, sur le joueur en lui-même, je le dis depuis le départ, hein, c'est un excellent joueur, hein. Excellent joueur. Vraiment
un gars en plus 26 ans. Hein. Et quand on regarde par exemple pareil la heatmap, les copains, on voit bien, hein, c'est pas juste le défenseur central qui est postiché dans sa surface. Hein. C'est un gars qui prend des risques, même dans ses passes, dans sa qualité de passe. Franchement, c'est un joueur intéressant. Hein. Donc 53 matchs dans la saison dernière. En plus, il marque quelques fois en plus. Ouais, non, c'est un très très bon coup. Je l'ai dit dès le départ de la part de Chelsea. Maintenant, lui, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait d'aller ailleurs? Anthony qui nous dit, ouais, c'est un très bon choix pour qu'il soit à Chelsea, à Paris, à Lucas Digne. A-t-il eu des nouveaux transferts? Et à part Lucas Digne, non, à part Lucas Digne, il n'y a pas eu de transfert. On attend normalement Ferran Torres, normalement. Et puis, il y avait Diane Diomandé qui était dans les listes. Mais bon, Diane Diomandé, ça a l'air de se diriger vers le Real Madrid pour l'Ivoirien. Donc, toi, tu penses que c'est un bon coup de la part de la Croix? Moi, je suis plus mitigé. Je suis plus mitigé. Moi, j'aurais préféré qu'il aille dans un club un peu plus stable. Voilà. Alors après, voilà, c'est comme pour beaucoup. Hein. Je suis pas agent de joueur, donc après, moi, j'ai pas tous les réseaux, j'ai pas toutes les clés de savoir quel club a absolument besoin de tel profil, de machin, a les fonds nécessaires, machin. Mais je pense qu'un club en première ligue, mais autre que Chelsea, j'aurais validé des deux mains. Rester à Crystal Palace, c'est toujours la question, mais je pense qu'il en avait fait un peu le tour. Comme pour beaucoup de joueurs de cette équipe-là, Glasner est parti, il y a une fin de cycle, plutôt une fin de cycle dans ce club, il y a un cycle énorme, hein, la plus belle page de l'histoire de Crystal Palace. Alors après, je dirais il y a un Pierre Sage qui arrive, hein. Donc un Pierre Sage aurait peut-être pu, mais bon, de l'autre, je vous remonte les stats, hein. Enfin je vous remonte les montants. On parle d'un gars qui a été acheté 20 millions en 2024. Donc faites le calcul. Même si on parle de Crystal Palace, même si on parle d'un club de Première Ligue, c'est un club qui achète 20 millions et qui revend 4 fois plus cher 2 ans après, avec en plus avec en plus lui la satisfaction que le joueur a été compétitif. Donc franchement, là c'est jackpot pour Crystal Palace. Même si, voilà, moi j'avoue que j'aurais bien aimé le voir continuer un petit peu. Et à ces âges-là, je trouve que c'est important un peu de continuité. Maintenant, après 2 ans et 2 ans comme ça, tu peux te dire aussi, qu'est-ce que je vais faire de mieux? Crystal Palace va pas gagner une Coupe d'Europe l'année prochaine. Ils vont pas faire top 4 de Première Ligue. Bon, voilà, ça fait quand même beaucoup de changements. Ok, donc qu'ils partent, oui. Maintenant, voilà, je viens de lire ton message aussi, Anthony. Oui, après, on verra s'il s'adapte à Chelsea. Moi, j'ai des doutes. L'adaptation, j'ai pas forcément de problème parce que c'est Première Ligue et Première Ligue, voilà. Donc le rythme, l'intensité, ce qu'on va lui demander, ça, il l'a. Par contre, la pertinence d'aller à Chelsea en ce moment, club qui est un peu maintenant devenu une machine à laver. Moi, j'ai un peu de je mets un peu les freins dessus. Donc c'est pour ça que j'avais posé cette question. Est-ce que c'est vraiment un bon coup? Même pas. C'est pas là pour le coup. C'est pas un bon coup. Je posais comme question. C'est plus est-ce que c'est un choix vraiment pertinent? Bah pour Chelsea, oui, 2000%. Ça, voilà, ils ont totalement bien fait. Par contre, pour Maxence Lacroix, je suis un peu plus dubitatif. Je lui souhaite, parce qu'en plus, je le répète, j'aime beaucoup Chelsea, donc ça me ferait plaisir que ça fonctionne pour lui et pour ce club. Mais j'ai vraiment des doutes et j'ai un peu peur que malheureusement Maxence Lacroix il finisse un peu dans le cimetière des éléphants. Alors peut-être pas non plus en mode Badiachil ou Disasi, mais voilà,
c'est très difficile d'arriver à garder sa place là-bas. Maintenant, faisons confiance peut-être à Xabi Alonso. Donc, choix vraiment pertinent. Je suis vraiment entre les deux. Vraiment entre les deux pour Maxence Lacroix. J'ai envie d'y croire pour lui, parce que c'est un bon gars en plus. Mais peur que ça soit compliqué. Bon, les copains, si vous avez des petites questions, allez-y. On peut faire 5-6 minutes de FAQ, de libre antenne si vous voulez, tant qu'on a terminé nos petits sujets du Mercato Live. Dites-moi si vous avez des questions, Anthony, Amine. Ah oui, pour vous dire quand même, le match de l'OM. Quand t'as pas regardé un match de foot depuis la finale de Coupe du Monde et que tu finis sur entre-temps, il se passe 6 jours, et que tu te dis, tiens, il y a l'OM sur Ligue 1+, OM face à Nice. Allez, regardons ce que ça donne. Alors, entre la réalisation de l'enfer, je pense que si j'avais mis ma fille de 13 ans maintenant sur la Real, je pense qu'elle aurait fait mieux. Parce que vraiment, entre les plans complètement partis, machin, le montage, mais n'importe comment, mais n'importe comment. Et alors, ce qu'on a vu sur le terrain, oh là 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 là, oh que c'est dur, oh ça va être très très dur à l'OM. Oh là là, cette saison, ça va être très 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 dur. Alors ok, hein, c'est un match de prépa. Hein. Un match de prépa, les copains. On va pas se formaliser tout de suite. Hein. C'est pas un match officiel. Mais alors le 3-0, en plus avec un Nice qui était pas avec tous ses joueurs et tout ça, mais alors déjà un autre état d'esprit. La première chose, hein, Nice avec un autre état d'esprit. Ça sent que Puel est parti. Ça sent que Francesi est parti. Là, Pantaloni, il les fait courir. Hein. Là, pour le coup, il court. Là, rien à dire. Mais alors l'OM, oh là là, ça pue la saison de 12. Hein. Ah vraiment, les copains, là, je vous le dis, si vous êtes supporters de l'OM cette saison, munissez-vous de patience et de courage parce que il va en falloir. Hein. Ah, il va en falloir. C'est oh yo yo. Oh yo yo yo. Voilà. On parlera aussi, pour vous dire aussi, puisque là, il n'y a pas de questions, je vais vous dire un petit peu le programme des prochains jours et des prochains débats. On va parler de Rafa Leao dans les prochains jours, peut-être demain. On va parler de Rafa Leao. Est-ce que c'est le plus gros gâchis de ces 4-5 dernières saisons en Europe? Pas loin de penser que oui. Si on me pose la question, c'est qu'il y a forcément matière à gratter un petit peu. On va parler d'Andrea Pirlo. Et oui, nouveau sélectionneur de l'Italie. On va se poser la question de savoir si c'est le gars qu'il faut. Je vous fais un petit spoiler. Non, c'est pas le gars qu'il faut. Mais bon, on va quand même peut-être lui laisser sa chance quand même au garçon. Et puis, je pense qu'on va parler un peu de Vinicius. Parce que Vinicius, là, on a parlé de son mondial. Bon, on a dit qu'on était un peu déçus, qu'on restait un peu sur notre faim, que c'était pas mauvais, machin. Mais Vinicius qui pourrait se rapprocher de Arsenal, je vous cache pas que j'ai bien envie d'en parler de cette histoire. Alors, voilà, on va pas lancer un débat là tout de suite, et même là dans l'état parce qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas encore d'offres, il n'y a pas de trucs et on va quand même essayer d'aller sur des transferts soit qui sont sur le point de se réaliser comme ce soir, comme on l'a dit avec Maxence Lacroix ou des trucs déjà faits. Mais Vinicius Arsenal, moi ça me parle. Hein. Et là, Arsenal passerait un cap supérieur à mes yeux. Vraiment. S'ils vont chercher Vinicius, là, il y aurait un vrai truc supplémentaire. Maintenant, est-ce que c'est juste des rumeurs de mercato? J'en sais rien. Mais je vous le dis, pas interdit qu'on en parle. Et puis, on va continuer de parler des clubs de Ligue 1. On va continuer de parler on va dire de la prépa, des matchs amicaux. Enfin bon. On va continuer de parler de foot, les copains, vous le savez. On est là pour ça, pour faire ce petit mercato live.
Voilà, là c'était très tard. Normalement c'est plus tôt dans la journée, mais il y a des moments où on peut pas le faire un peu plus tôt. Donc pas grave, on le fait là. Les copains, le live sera dispo en replay en plus, donc vous pouvez le consommer à n'importe quel moment. L'important c'est que il soit présent. Voilà les copains, je vais m'arrêter là. Donc merci à tous, merci à Amine et merci à Anthony d'avoir participé malgré cette heure tardive. Merci à vous les copains. Comme j'ai dit, live dispo en replay, dispo aussi en podcast sur Deezer, Apple Podcast, Spotify, toutes les plateformes. Donc allez-y, vous pouvez vous abonner. On a besoin de ça, ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer les copains. Donc allez-y, on a besoin de vous. Et puis si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao ciao les copains, ciao ciao.